Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la décarbonation. Donc, je me présente rapidement, donc Yves Schmid, directeur des relations clients au sein d'IPC, donc le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Et dans le cadre de sa mission d'intérêt général, IPC organise des webinaires dont l'objectif est d'apporter de la connaissance aux entreprises sur des sujets clés pour elles ou des sujets importants pour leur avenir. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va aborder le sujet de la neutralité carbone dans votre entreprise ou de votre entreprise. Et alors, vous allez me dire pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, la neutralité carbone, l'activité de votre entreprise, c'est une nécessité, et ceci pour plusieurs raisons. Déjà, le contexte actuel, environnemental, l'aspect climat, impose à toutes et à tous de faire un effort pour contribuer à la diminution de nos impacts sur l'environnement. C'est un objectif aussi de maintenir la compétitivité de votre entreprise dans le futur et d'être en adéquation avec les attentes de vos marchés. C'est quand même important, c'est un facteur important. Il y a garantir le bon positionnement de votre offre sur ce critère. Et en fait, c'est un critère qui devient de plus en plus important pour la survie de l'activité de la plasturgie, mais de votre activité de manière générale. Voilà, il faut décarboner et limiter l'impact de nos produits, de notre activité sur l'environnement. Et puis, bien sûr, il y a une tendance aussi qui commence à ressortir. Alors, même si vous n'êtes pas directement concerné par la réglementation, parce que souvent, vous êtes des petites entreprises, mais souvent, on voit le donneur d'ordre va vous demander, pour rester référencé dans son panel fournisseur, il va vous demander de mettre en place un plan d'action au niveau de votre entreprise. Qui dit plan d'action, à un moment donné, il faut évaluer certaines choses, donc d'où le bilan gaz à effet de serre. Et justement, donc voilà, après un focus sur le contexte actuel, donc, et ce qu'on entend par bilan gaz à effet de serre. Donc Sarah et Pierre, qui sont avec moi aujourd'hui, vont vous faire un retour sur les actions menées par IPC pour accompagner les industriels dans cette décarbonation. Et puis surtout, vous présenter une nouvelle action qu'on envisage pour 2024, une action collective, mais dont le but est d'amener les entreprises encore un peu plus loin dans leur démarche. Donc maintenant, je laisse la parole justement à Sarah et Pierre pour vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Et puis, on verra à la fin, après leur présentation, on aura un temps d'échange et de questions-réponses. Voilà. Pierre, Sarah, à vous. Merci Yves. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je me présente. Donc, Sarah Libraire, je suis chef de projet donc à IPC, sur le site d'IPC Clermont, en charge des sujets d'analyse de cycle de vie et pilote de projets sur lesquels on travaille autour du bilan carbone. Donc en termes de programme, en tout cas de ce dont on va vous parler aujourd'hui, donc on va vous rappeler un petit peu ce que c'est les enjeux du changement climatique, et puis ensuite comment IPC en partenariat avec EVA on peut vous accompagner, et comment on vous accompagne aussi depuis déjà 2 ans à travers donc 2 niveaux. Donc le premier niveau qui est comprendre et évaluer. Et puis un deuxième niveau, transformer et piloter. Voilà, donc je vais laisser dans un premier temps la parole à Pierre, et que je laisserai se présenter aussi pour parler des enjeux du changement climatique. Merci Sarah. Donc, je vais me présenter à mon tour. Pierre Langan, je suis consultant chez EVA sur les sujets climat. Donc, j'accompagne des entreprises de tout secteur et notamment de la plasturgie avec IPC dans la compréhension de leur impact climat et la réduction de ces impacts. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux du changement climatique pour qu'on ait un peu tous les mêmes bases sur la compréhension de ce sujet. Et on verra par la suite les sujets qu'a présenté Sarah. Donc, premier élément important, c'est que aujourd'hui, si on parle du changement climatique, c'est lié à un phénomène qui est d'abord naturel, un phénomène qui est nécessaire à la vie, qui s'appelle l'effet de serre.
faut savoir que sans cet effet de serre, on n'aurait pas une planète viable. La température moyenne serait de moins 18 degrés. En fait, toute l'énergie que le Soleil nous envoie serait réémise en majeure partie, en tout cas, dans l'espace. Et grâce à cet effet de serre, qui est formé de gaz dont on entend souvent parler, à savoir le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, mais aussi l'eau sous forme de vapeur, l'effet de serre retient ces rayonnements et donc réchauffe l'atmosphère. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que en accumulant davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente la température puisqu'on va capter davantage de chaleur dans notre système Terre. Donc ça, c'est le phénomène physique qui nous amène à avoir une augmentation de température. On va essayer maintenant de comprendre d'où viennent ces gaz à effet de serre. En effet, ce phénomène initialement naturel, il est aujourd'hui impacté par les activités humaines liées notamment aux énergies utilisées. Donc on voit sur le graphique notamment en vert le charbon, en bleu clair le gaz et en bleu foncé le pétrole. Donc ce sont trois sources d'énergie qui émettent un certain nombre de gaz à effet de serre. Et on a d'autres activités telles que les activités de déforestation, où on va être amené à brûler des forêts, ou des activités agricoles qui vont mener à des émissions de gaz à effet de serre, notamment, si je prends l'exemple des activités agricoles, toutes les activités d'élevage, pour un certain nombre de ruminants notamment, vont mener à des émissions de méthane. Quand les apports d'engrais dans les sols vont ajouter également des émissions dans l'atmosphère. Donc finalement, on voit une augmentation importante de ces émissions depuis le début de l'ère industrielle et une accélération qui, on va le voir, a des conséquences. En effet, ce qu'on peut voir, c'est une corrélation assez importante, une corrélation forte entre les émissions de gaz à effet de serre de l'homme, les activités humaines, qui induisent une augmentation de la température. Donc là, c'est la partie orange, le graphique de gauche. Si on regarde les anomalies liées aux activités naturelles, on aurait finalement un écart de température qui serait sensiblement le même à celui qu'on avait avant l'accélération des activités humaines. Et donc là, si tu cliques, Sarah, sur le petit graphique de... Voilà, on peut voir, alors là, c'est un peu rapide, mais on peut voir que on observe la même accélération finalement des activités humaines qui induit une activité une augmentation de la température qui s'accélère au cours des dernières décennies. Alors, on pourrait se poser la question de ce que quelques dixièmes de degrés ont comme conséquence sur notre système. Ça peut paraître peu, néanmoins, et là si tu passes, voilà. On se rend compte que le changement climatique a de multiples impacts. Au-delà de l'augmentation de température moyenne, on a des conséquences sur le niveau des océans, sur le cycle de l'eau qui se retrouve perturbé et qui du coup va amener à des épisodes d'inondation ou de pluies plus intenses, par moment au contraire de sécheresse de longue durée. On va avoir des impacts sur des événements climatiques ponctuels qui vont soit augmenter en fréquence, soit augmenter parfois même en intensité. Et d'autres conséquences qui vont en découler, que ce soit sur la santé humaine à travers les épisodes caniculaires ou sur le développement de la pollution de l'air liée à ces
à ces changements. Au-delà de ces impacts, on va avoir finalement un ensemble d'autres enjeux qui vont découler de ces multiples impacts. Les changements vont notamment affecter notre approvisionnement alimentaire, vont affecter les écosystèmes dont lesquels nous dépendons, vont également parfois on va dire, alimenter davantage le changement climatique avec des phénomènes de désertification qui vont finalement amplifier davantage les phénomènes déjà enclenchés. Donc, on voit qu'on est dans un problème complexe avec des implications qui sont multiples et qui demandent donc des réactions de la part de la société. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 5 degrés, il y a 20 000 ans, notre continent était, enfin, la planète était dans une ère glaciaire et donc notre continent ressemblait davantage à un climat proche de la toundra, avec des steppes sur une bonne partie. On pouvait traverser la Manche sans passer par la mer puisque c'était des terres émergées. Aujourd'hui, on voit que le paysage a grandement changé et la différence qu'il y a eu, c'était 5 degrés. Donc on peut, même si aujourd'hui les 5 degrés ne sont plus, commencent à s'écarter des prévisions, on voit très bien que le rythme actuel de changement nous amène vers des changements majeurs en termes de climat. Et donc ce sont bien des milieux environnants et leurs écosystèmes qui vont être impactés par ces quelques degrés de changement. Aujourd'hui, on a beaucoup de travaux prospectifs qui permettent d'avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. On se rend bien compte que des changements longs sur 10 000 ans ont permis aux écosystèmes de s'adapter et que des changements rapides en quelques décennies ne permettront pas aux écosystèmes de s'adapter aussi facilement. Donc, si on résume sur ces enjeux climat, il faut retenir que aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui nous dit qu'il y a un dérèglement du système climatique, que ce dérèglement est causé par les activités humaines et notamment le recours de ces activités aux énergies fossiles. Les impacts se font déjà sentir avec près de 3 milliards d'êtres humains qui sont aujourd'hui dans des contextes qui les rendent très vulnérables à ce changement, ce qui implique donc une transformation profonde et rapide de l'ensemble des secteurs d'activité de la société pour limiter d'une part l'ampleur du changement qui est en cours et aussi se prémunir des conséquences du changement, donc s'adapter au monde dans lequel on s'apprête vers lequel on progresse petit à petit. Quelques éléments un peu plus prospectifs. Donc le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, a produit régulièrement des rapports et en a notamment produit dans ces dernières années. Et sur ce graphique, on peut voir un peu l'évolution de la température moyenne par rapport à 1850-1900. Donc on voit plus les bandes sont rouges, tirent vers le rouge, vers le foncé, plus on a une augmentation de température importante. On peut voir ici où on en était à peu près en 2020, on observe une température qui est environ d'1,1 degré plus chaude qu'en 1850-1900. Et si tu passes au point suivant, Sarah, là on peut voir, et tu peux faire encore une fois, on peut voir qu'en fonction des scénarios sur lesquels on décide de se projeter, on aura une augmentation de température qui sera plus ou moins importante et qui donc, en fonction de notre âge actuel et de l'âge qu'on aura en 2050, en 2060 ou en 2100, présage de futurs très différents. Et donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a une responsabilité à finalement agir pour préserver
les générations actuelles et les générations futures sur des choix que nous faisons aujourd'hui et qui doivent se faire à court terme. Alors, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, on voit qu'il y a des scénarios pessimistes qu'on commence voilà, à écarter qui présageaient d'augmentation à 4 degrés. Aujourd'hui, on se dirige plutôt, si on s'en tient aux engagements en tout cas des États, à une trajectoire à plus 3 degrés, sachant que les scénarios optimistes sont ceux qui nous permettent d'aller à 1,52 degrés, ce qui nous permettrait d'éviter des effets qui pourraient s'avérer néfastes, qui pourraient amplifier les phénomènes et donc avoir des répercussions importantes. Enfin, pour finir cette partie sur les enjeux climat, faut savoir qu'une fois qu'on a posé le cadre de l'objectif, il y a un certain nombre de cadres et d'objectifs de réduction qui nous guident maintenant vers une direction globale. En 2015, l'accord de Paris a été signé pour, on va dire, fixer l'objectif de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés et autant que possible le limiter à 1,5 degré, ce qui a ensuite été repris et qui se réaffirme d'année en année et qui finalement impulse un certain nombre de changements dans les politiques et les plans de transformation des États en objectifs au niveau européen. Donc avec l'objectif à 2030 d'avoir réduit de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d'atteindre ce qu'on appelle le net zéro. Donc c'est ce qu'on qualifie parfois de neutralité carbone en 2050. La France s'est engagée à s'aligner avec cet objectif européen et a récemment aussi s'est alignée sur l'objectif à 2030. Donc, on va dire que l'objectif est placé et la question maintenant, c'est comment on répond à ces objectifs. Et c'est tout l'enjeu des accompagnements qu'on va vous présenter. Voilà, donc merci Pierre pour le contexte sur les enjeux climatiques. Donc effectivement, maintenant, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter comment nous, on peut vous accompagner dans vos entreprises pour atteindre ces objectifs-là. Donc juste pour rappel, IPC, on a donc créé un partenariat avec EVA. Donc, on est accompagné d'EVA qui a donc aujourd'hui les compétences climat et puis nous, IPC, les compétences métiers. Donc, créer ce partenariat pour accompagner les industriels de la filière dans les sujets de décarbonation. Donc, on a enclenché ce partenariat il y a déjà 2 ans et on poursuit ce partenariat et on poursuit les accompagnements. Je laisse la parole. Alors, les 4 piliers d'accompagnement qu'on construit avec vous, c'est d'abord de comprendre précisément vos impacts. Et donc, ça va se décliner sous 2 volets. Comprendre bien le contexte, et ça passe par des interventions qui vous permettent de mieux comprendre les enjeux qu'il y a derrière ce changement climatique, de comprendre vos risques et vos opportunités, et puis de mesurer, d'évaluer votre impact à travers les émissions de gaz à effet de serre, et de mieux comprendre ensuite d'où viennent les impacts. Une fois que vous avez compris vos impacts, l'idée c'est d'amorcer une étape de transformation, de transformer votre modèle d'activité déjà en fixant un cap, donc à savoir, on a vu les objectifs de réduction au niveau global, au niveau institutionnel. L'idée c'est de développer vos propres objectifs et surtout de développer une vision bas carbone, donc finalement une redéfinition de votre entreprise dans une économie qui s'est décarbonée, qui a donc changé
et de voir comment votre activité se positionne dans ce nouveau cadre. Une fois que le cap est fixé, vous pouvez donc dessiner une trajectoire, ce qui va consister à développer une feuille de route, générer, quantifier, prioriser des actions et finalement dessiner les étapes intermédiaires qui vont vous permettre de répondre à cette vision en engageant vraiment une démarche de réduction et un plan d'action opérationnel pour y arriver. Une fois que la transformation a pu être enclenchée, l'idée c'est de pérenniser la démarche en passant plutôt par du pilotage. Donc ça passe par le fait de s'outiller, ça passe par la formation pour continuer à avoir les compétences qui permettent de maîtriser ces enjeux et de s'améliorer en continu. Et donc c'est finalement toute une démarche d'amélioration continue qui peut être ainsi démarrée et continuer dans la durée. Et enfin, une fois que vous avez pu mettre en place tous les systèmes qui vous permettent de pérenniser votre démarche et de la diriger votre entreprise vers une économie bas carbone, vous pouvez valoriser vos réussites, vous pouvez communiquer vos résultats à travers une communication qui est plus responsable, à travers des cadres de notation ou des cadres des labels ou des standards qui permettent de valoriser ce que vous avez fait faire et donc de pouvoir communiquer auprès de vos parties prenantes. Donc comme on l'a annoncé dans la première partie, nous, en tout cas, les accompagnements qu'on propose pour se resituer par rapport au schéma précédent, c'est déjà au niveau 1, donc, qui est de comprendre et d'évaluer. Donc, comprendre le contexte et évaluer son impact. Donc là, on vous accompagne sur ce niveau 1 à travers un projet d'action collective piloté par IPC, donc qui existe déjà depuis 2 ans, hein, qu'on a fait en 2022 et qu'on réalise aussi en 2023. Donc, on accompagne des entreprises, plusieurs entreprises, et on y reviendra plus tard sur ce niveau 1. Un projet d'action collective qu'on renouvelle aussi l'année prochaine. Donc voilà, s'il y a des entreprises qui sont intéressées pour être accompagnées sur ce premier niveau-là, on le fait à travers un projet d'action collective. Concernant le niveau 2, alors c'est quelque chose qu'on initie aujourd'hui, qu'on souhaite monter comme projet avec EVA également. Donc le niveau 2 qui est transformé et piloté, hein, donc c'est une fois qu'on a évalué son impact et c'est voilà, de définir des objectifs et de dessiner une trajectoire. Et pour répondre à ces objectifs, enfin pour répondre à ce niveau en tout cas, l'idée c'est qu'on monte un projet, un projet qui peut être financé par l'ADEME. Et donc on est en cours de montage de projet et l'idée c'était qu'on vous présente un petit peu ce projet aujourd'hui. Donc, concernant le premier niveau qui est de comprendre et évaluer, donc quelque part qui est la réalisation de votre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout d'abord, pourquoi réaliser un bilan GES? Alors, déjà, pour les entreprises de plus de 500 salariés, c'est pour répondre à la réglementation, hein, puisque en France, le BGES est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés et il doit être réalisé tous les 4 ans. Mais c'est vrai que nous, dans la majorité de nos industriels et de nos bénéficiaires, on n'est pas forcément dans ce cas de figure-là. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus, ça peut être des demandes de vos clients ou des démarches que vous mettez en place au sein de vos entreprises. Et donc, pourquoi réaliser un bilan GES? Pour initier sa transition bas carbone. Donc, ça permet d'identifier ses principales sources d'émissions. Ça permet également, une fois qu'on a réalisé son bilan GES, de pouvoir engager des actions de réduction. Tout à l'heure, Pierre vous a parlé donc, également de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et donc de contribuer à la neutralité carbone.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de gaz à effet de serre? Dans sa définition, c'est une évaluation de la masse totale des gaz à effet de serre émis ou captés dans l'atmosphère sur une année par les activités d'une organisation. Donc, c'est une évaluation comptable des gaz à effet de serre. Donc, quand on parle de réalisation de bilan GES, on parle de périmètre. Donc, on doit définir 3 choses dans le périmètre. Donc, le périmètre temporel, c'est sur quelle période on réalise son BGS. Donc, on prend une année de référence. Le périmètre, on doit définir le périmètre organisationnel. Donc, par exemple, une entreprise multisite où ça serait sur quel site ou sur quelle entité on souhaite réaliser son bilan carbone. Et puis enfin, le troisième périmètre, c'est le périmètre opérationnel. Donc, c'est sur quelles activités on souhaite réaliser son bilan GES. Donc ça, quand on démarre un bilan carbone, c'est des choses qu'il faut définir au début de l'étude. Quand on parle de bilan de gaz à effet de serre, on entend souvent parler de notion de scope. Donc voilà, là, on vous présente un schéma qui schématise ce que sont les scopes. Les scopes, le bilan GES couvre les émissions de l'entreprise qui sont directement et ou indirectement responsables, ainsi que celles dont elle est dépendante. Donc, on parle donc par exemple le scope 1, donc quand on quantifie les émissions du scope 1, le scope 1, ça va être tout ce qui est émissions directes de l'entreprise, donc tout ce qui est émissions des sources fixes et sources mobiles. Donc, c'est par exemple les émissions issues des flottes de véhicules appartenant à l'entreprise et de l'énergie utilisée pour la production. Quand on parle du scope 2, donc le scope 2, c'est tout ce qui est émissions indirectes liées à l'énergie. Les émissions issues de la consommation d'électricité, de chaleur pour l'entreprise. Et puis enfin, le scope 3, donc, que sont toutes les autres émissions indirectes. Donc, dans le scope 3, on peut différencier les émissions amont et les émissions aval. Par exemple, dans les émissions amont, ça va être tout ce qui est achat de produits et de services, les déplacements professionnels, les transports de marchandises. Et dans le scope 3 aval, ça va être par exemple la fin de vie des produits, les déchets, les transports de marchandises, l'utilisation des produits, par exemple. Donc, c'est des émissions qui sont quelque part non contrôlées par l'entreprise, mais qui rentrent bien dans le scope, qui rentrent bien dans le calcul d'un bilan carbone. Alors, comment on calcule les émissions, hein, c'est assez simple le principe. Donc, on récolte des données d'activité qui sont issues d'une collecte de données dans l'entreprise, donc qui sont réalisées par vous pour la plupart du temps. Les données d'activité correspondent donc à la quantification des flux des opérations de l'organisation. Donc, il s'agit donc de tonnes de matériaux, de litres de carburant, par exemple, de kilomètres parcourus pour des transports. Donc, ces données d'activité, on va les multiplier à des facteurs d'émission, exprimés en kilos CO2 équivalent par kilomètre ou par tonne. Enfin, voilà. Et donc, ces facteurs d'émission, on va les retrouver dans les bases de données. Donc, la base de données la plus connue et sur laquelle on s'appuie le plus souvent, c'est la base de données de l'ADEME. Après, nous, on travaille également, et c'est un petit peu l'enjeu aussi de l'action collective IPC, c'est qu'on essaye d'avoir des facteurs d'émission plus pertinents pour la profession, et donc on s'appuie d'autres bases de données avec notamment notre base de données de notre outil d'ACV C3R Impact, qui nous donne donc des émissions en kilos CO2 équivalents. Et donc, le résultat du BGS, c'est donc la somme des émissions associées à l'ensemble des activités qu'on a pris,
qui couvre le périmètre qu'on a cadré au démarrage de l'étude. En termes de méthodologie, on peut entendre parler de plusieurs méthodologies. Il existe plusieurs référentiels nationaux et internationaux. Le référentiel international, c'est le GHG protocole. En France, la méthodologie française qui est utilisée, c'est la méthodologie bilan carbone qui est proposée, qui a été développée, qui est proposée par l'ADEME, qui suit les recommandations de la méthodologie du GHG protocole. Après, donc ça peut être notamment dans les résultats qui ne sont pas toujours exprimés de la même manière, mais en termes de méthodologie, on parle bien de scope, on est bien sur la même méthodologie de calcul. Et puis, il faut savoir qu'il existe des outils. Donc, l'ADEME propose l'outil bilan carbone, par exemple. On peut aussi développer des petits outils Excel sur mesure au sein de chaque entreprise. Et puis, il existe aussi des outils beaucoup plus aboutis. Alors là, c'est un exemple, l'exemple de l'outil Tuvalu. Il en existe d'autres aussi, mais c'est des outils de pilotage de sa stratégie climat. Donc, un petit focus sur l'action collective d'IPC, puisque ça fait 2 ans qu'on accompagne des industriels. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, comment ça se passe et quel est le contenu un petit peu de cette action collective. Un petit retour donc, sur les 2 années passées. Donc, effectivement, un partenariat entre EVA et IPC qui a été initié. Donc, la participation d'une trentaine d'entreprises jusqu'à aujourd'hui sur cette action collective. On a accompagné 18 entreprises à la réalisation de leur premier bilan GES. Le projet d'action collective a permis de développer et de créer des supports et des outils pédagogiques, donc je vous présenterai un petit peu plus tard dans les slides. Également, la création d'une base de données de facteurs d'émission. On a vu les données d'activité, il faut les multiplier à des facteurs d'émission. Donc, le projet d'action collective a permis de créer une base de données des facteurs d'émission spécifiques à la plasturgie. Et puis, le fait de réaliser son bilan GES à travers un projet d'action collective, ça permet également d'initier des échanges entre les industriels, puisqu'on propose dans le cadre de ce projet d'action collective des ateliers, donc des ateliers de réflexion autour des pistes d'action de réduction, donc à l'échelle de l'entreprise, mais également à l'échelle de la filière. Donc voilà, c'est l'intérêt en tout cas de réaliser son bilan GES à travers ce projet d'action collective, c'est d'avoir une vision aussi filière. Et puis ça nous a permis aussi de créer un référentiel métier. Je vous présenterai ce qu'on appelle référentiel métier. En termes de contenu, comment ça se présente ce projet d'action collective? Donc, il y a 2 parties. Une partie accompagnement individuel. Donc, on accompagne individuellement chaque entreprise à la réalisation de leur bilan GES. D'une manière assez classique, c'est-à-dire un lancement avec le cadrage de l'étude. Je vous parlais tout à l'heure du périmètre organisationnel, opérationnel, temporel. Donc, on va définir, lors de cette phase de lancement, on va définir le périmètre. On va ensuite passer à la partie collecte des données et c'est là où cette phase-là, c'est un échange entre les entreprises et nous. Donc, nous, on est là en support pour aider à la collecte des données, mais c'est bien, il faut bien qu'il y ait un pilote dans chaque entreprise pour piloter cette phase de collecte de données. Et puis ensuite, une fois qu'on a récolté les données, on réalise le bilan, une modélisation des données pour obtenir le bilan des émissions gaz à effet de serre et on prévoit une restitution finale avec l'identification de pistes d'action de réduction. En parallèle de ça,
en parallèle de ce suivi individuel, on a la partie collective, donc collective, donc j'appelle, dans laquelle on mutualise les données et puis on génère des données spécifiques métiers. Donc, dans cette partie collective, donc on a pu développer donc un petit outil de calcul. Donc à la fois un outil, donc un fichier de récolte de données pour vous accompagner et vous aider dans la collecte des données, et un petit outil de calcul qui permet de faire la modélisation et d'obtenir donc des schémas plus parlants parfois que des fichiers Excel. Donc on a développé ça dans le cadre de l'action collective et on se sert de ces outils pour accompagner, pour l'accompagnement individuel. Également dans les temps collectifs, donc je vous en ai un petit peu parlé, les ateliers. Donc les ateliers, on travaille avec vous sur comment faire une restitution à sa direction, par exemple, une restitution de ses résultats, et puis d'identifier des pistes d'action. Et enfin, à la fin de ces projets d'action collective, donc en fin d'année ou début janvier, si on n'a pas fini, on prévoit une synthèse collective où on vous présente un petit peu des données moyennées et je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, puisqu'on a déjà des données, on a déjà mutualisé des données depuis 2 ans. Donc, voilà, je reviens sur les réalisations collectives. L'outil de calcul, voilà, donc on parlait comment on réalise un bilan geste, c'est des données d'activité. Donc, les données d'activité, là, on a construit un fichier de collecte pour vous aider et vous accompagner dans la collecte des données. Les facteurs d'émission, on a créé une base de données des facteurs d'émission avec, pour des données plastiques, des données beaucoup plus précises que ce que l'on peut trouver actuellement dans la base carbone, par exemple, de l'ADEME. Et puis, un outil de modélisation qui permet d'obtenir des graphes par poste d'émission. Voilà. Pour revenir un tout petit peu aussi sur les ateliers, puisque les ateliers collectifs sont plutôt bien appréciés par les industriels qui l'ont vécu jusqu'à maintenant. Donc l'objectif dans ces ateliers, c'est donc d'une part, c'est de vous accompagner puis vous aider à savoir interpréter et restituer vos résultats sous forme d'atelier. Une partie aussi sur identifier des pistes d'action et structurer un plan d'action. Comment je structure un plan d'action. Et puis, dans cet atelier également, on réfléchit et on brainstorm autour de plutôt la filière sur la vision de la plasturgie à plus ou moins long terme. On a par exemple cette année fait des ateliers autour de la matière plastique de demain, la plasturgie du futur ou encore l'économie circulaire dans la plasturgie. Donc voilà, c'était des temps collectifs intéressants dans lesquels on peut ressortir, on fait ressortir des choses du collectif qui peuvent être très intéressants pour la filière. Alors après, je parlais de référentiel métier. Donc là, c'est ce qu'on peut ressortir de la synthèse collective. Donc, pour assurer aussi s'il y a des gens des entreprises qui n'ont pas encore fait leur bilan geste et qui souhaiteraient nous rejoindre pour être accompagnés là-dessus, on ne diffuse absolument pas les résultats individuels de chacun. L'idée, c'est vraiment tout est confidentiel. On ne partage pas les données des entreprises. Par contre, on va mutualiser les données et puis obtenir des moyennes, ce qui nous permet d'avoir en quelque sorte des indicateurs métiers. Alors, bien que vous ayez tous des activités parfois bien différentes, des produits différents, des chiffres d'affaires ou des nombres de salariés très différents, ça permet quand même d'avoir une notion. Donc là, c'est les résultats. Ce que je vous présente, c'est les résultats de l'année 2022, donc les résultats des 12 participants de l'action 2022. On est en train de finaliser les bilans de l'année 2023, donc on va pouvoir venir compléter ces graphes-là. En tout cas, en 2022, ce qui est ressorti sur la filière et les entreprises qu'on a accompagnées,
Donc, je vous parlais des scopes 1, 2, 3 tout à l'heure. On voit clairement que le scope 3, on voit clairement que les émissions sont essentiellement liées au scope 3. Donc ça, c'est un graphe qui peut être intéressant. Autre graphe qu'on propose dans notre synthèse, dans nos synthèses collectives, en termes d'indicateurs métiers, on a essayé de faire ressortir des résultats exprimés par millions d'euros de chiffre d'affaires, par nombre de salariés ou encore par tonnes transformées. Donc là, on voit que et ça fait ressortir des choses assez intéressantes. Par exemple, l'intensité carbone par million d'euros de chiffre d'affaires. On voit que la moyenne de 2022 était autour de 1000 tonnes CO2 équivalent par million d'euros de chiffre d'affaires, avec des mini et des maxi entre 164 et 1769 tonnes CO2 équivalent. Ce qui nous a permis d'identifier des choses. Par exemple, plus on était bas sur cet indicateur-là, plus finalement on retrouvait des entreprises qui produisaient des produits à haute technicité, des matières complexes, alors qu'à l'inverse, c'était plutôt, plus on était élevé en intensité carbone, finalement c'était des produits à courte durée de vie, sur des matières standards. Donc ce travail-là de synthèse nous a permis de faire ressortir des indicateurs comme ça. Et ça permet aussi aux industriels qui réalisent leur bilan carbone de pouvoir finalement se situer un petit peu et d'avoir des données métiers. Voilà, un autre affichage de résultats en termes de postes d'émission. On voit par exemple que 54% des émissions viennent des achats, 30% de la fin de vie. Donc ça, ce qui est ressorti aussi sur les ateliers métiers, c'est que les pistes d'action, les actions de réduction, il va falloir travailler certainement sur les matières premières, sur la fin de vie, sur les achats. Pour conclure sur cette partie comprendre et évaluer et sur ce projet d'action collective qu'on vous propose et qu'on renouvelle l'année prochaine, donc si vous êtes intéressé, donc effectivement nous en tant que centre technique de filière, les conditions c'est d'être une entreprise bénéficiaire d'IPC. Après pour les autres entreprises, on peut aussi accompagner, mais pas dans le cadre du projet d'action collective en tout cas. C'est comme tous les projets d'action collective, c'est sur une durée d'1 an, entre janvier et décembre, sachant qu'en termes de planning, on lance les projets d'action co en janvier-février. Le suivi individuel se fait souvent de février à décembre avec une phase, ça peut aller, vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus tôt en fonction de l'avancement de la collecte de données. Et puis une restitution collective, en tout cas en fin d'année. Je vous ai précisé le coût que ça peut représenter pour une entreprise bénéficiaire d'IPC et également les contacts si ça vous intéresse. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre sur le deuxième niveau, la deuxième partie qui est transformer et piloter. Et sur la méthodologie ACT. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore accompagné des industriels, des bénéficiaires d'IPC sur ces sujets-là, mais on souhaite, puisque on a déjà accompagné 18 entreprises dans la réalisation de leur premier bilan GES. Et vous êtes nombreux, ils sont nombreux à vouloir poursuivre cette démarche-là. Donc, on est en train de réfléchir à monter ce projet et je vais laisser Pierre en parler. Merci Sarah. Alors la démarche ACT, c'est une méthodologie qui a été créée par l'ADEME et le CDP. Donc le CDP, c'est un organisme non gouvernemental qui évalue pas mal de critères environnementaux pour les entreprises et donner ces informations-là aux financeurs. L'objectif de cette méthodologie, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à se transformer pour que leur activité devienne pérenne dans l'économie bas carbone vers laquelle on se dirige.
Et donc, ça passe par un ensemble on va dire, d'étapes et de réflexions, de thématiques qui vont pouvoir être adressées et qui vont permettre de répondre à cet objectif. C'est une méthode qui a encore relativement récente. Elle a été créée, initiée il y a moins de 10 ans, qui est déployée depuis plusieurs années et qui a été en partie sectorialisée avec des préconisations plus précises sur certains secteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la seule méthodologie qui permet non seulement de fixer un objectif aux entreprises, mais d'aider l'entreprise à construire la façon d'adresser cet objectif pour avoir une feuille de route qui sera compatible avec l'accord de Paris que j'ai évoqué plus tôt. Je vais te laisser passer au slide suivant. Le référentiel ACT va adresser 9 modules qui vont traiter à la fois des notions très, on va dire, stratégiques et de vision de l'entreprise. Donc, comment l'entreprise redéfinit son modèle d'affaires, comment l'entreprise repense sa place dans une économie bas carbone. Ça, c'est les 2 premiers modules sur la vision. On a ensuite 4 modules qui vont plutôt être liés à la façon que l'entreprise a de répondre à cette vision à travers la façon dont elle va investir, que ce soit dans son outil industriel ou dans la recherche et le développement, dans la formation, mais aussi comment l'entreprise, dans son cœur de métier, change également ses services et les produits qu'elle va mettre sur le marché et comment elle modifie la performance de ces produits-là et notamment la performance carbone. Et enfin, comment tout ça, on va dire, s'organise autour du management. Donc ça, c'est un peu le deuxième gros pilier qui rassemble ces 4 modules. Et enfin, on a un pilier sur l'influence, puisque pour les entreprises qui ont déjà fait leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ou si vous connaissez vous avez vu un peu comment ça fonctionne, on se rend très vite compte que c'est un exercice qui implique de raisonner en filière. D'une part, d'avoir un impact auprès de ses clients pour changer les modes de consommation, embarquer les clients dans la démarche et d'autre part, d'influencer également les fournisseurs pour faire changer les pratiques en amont. Donc ça, ce sont les thématiques qui sont adressées et l'idée de ACT, c'est que ces thématiques vont être adressées de façon successive en partant déjà d'un constat. Donc là, je vais te laisser passer à la slide suivante. L'idée de ACT pas à pas, c'est de partir d'une situation actuelle, d'un diagnostic qui va consister à se poser la question sur ces différents modules qu'on a vus juste avant, comment l'entreprise performe, est-ce qu'elle a une bonne maîtrise de ses objectifs en termes de décarbonation, est-ce que ses investissements sont fléchés vers des investissements bas carbone pour finalement avoir une idée de où part l'entreprise. Une fois que le diagnostic est posé, on va s'intéresser aux enjeux et aux défis que l'entreprise aura à relever. Donc là, on va plutôt avoir une approche en analyse stratégique. Donc, on va chercher à voir d'une part les risques et les opportunités auxquelles l'entreprise fait face et d'autre part les forces et les faiblesses que l'entreprise a pour répondre à ces risques et saisir les opportunités, que ces opportunités soient réglementaires, technologiques ou économiques, ce qui permettra finalement de développer un modèle d'affaires ou une évolution de son modèle d'affaires qui sera en adéquation, qui répondra aux enjeux de transition bas carbone. Ce nouveau narratif, alors non, c'est pas encore... Est-ce que tu peux... Ce nouveau narratif, c'est l'étape 3, c'est la vision. Et ça consiste à vraiment décrire ce à quoi ressemble l'entreprise dans une économie bas carbone et quelles sont les étapes que l'entreprise
va devoir suivre pour atteindre cette vision. Cela va ensuite déboucher sur une nouvelle stratégie. Donc, quels sont les axes stratégiques que l'entreprise définit? Qu'est-ce qu'elle va chercher à augmenter dans ses activités? Qu'est-ce qu'elle va chercher à réduire? Qu'est-ce qu'elle va chercher à créer pour avoir une réponse plus opérationnelle à sa vision? Et enfin, elle va décliner cette nouvelle stratégie en plan d'action opérationnel. 4 niveaux stratégiques sont adressés dans la méthode. Les niveaux de gouvernance, donc comment les décisions et les décisionnaires s'approprient ces enjeux. Le niveau stratégique qui va consister à vraiment analyser et projeter l'activité de l'entreprise. La gestion de la transition bas carbone va traiter des aspects vraiment plan d'action. Et enfin, tout au long de la méthode, on aura un suivi avec des indicateurs, des objectifs pour rendre, au-delà de l'aspect plutôt transformationnel, une approche un peu objectivée, quantitative, pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris. La stratégie, la méthodologie donc va finalement naviguer entre ces 5 étapes et ces 4 niveaux stratégiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un pilier qui reste la stratégie, qui permet de partir du constat, du diagnostic et d'aller à la définition d'un nouveau plan stratégique. Qu'en parallèle, on a une approche plus quantitative qui va consister à évaluer la performance carbone de l'entreprise avec notamment une analyse plus fine du bilan des émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et puis dans la phase plutôt projection, de définir des objectifs. Et d'autre part, on va avoir aussi un enjeu fort d'engager la gouvernance, donc d'engager votre comité de direction, votre conseil d'administration à se former et à porter finalement ce plan de transformation. Ce qui permet finalement d'aboutir au plan d'action qui est défini. Et donc, comme je le disais en introduction de cette partie, c'est une méthodologie qui est portée par l'ADEME. Et donc aujourd'hui, l'ADEME propose également un système de reconnaissance qui permet de suivre les différentes entreprises dans leur progression en suivant cette méthodologie, ce qui va permettre, in fine, de valoriser l'engagement de l'entreprise et de mettre en avant son plan d'action. Donc ça, c'est la méthodologie ACT sur laquelle on s'appuie pour construire le projet collectif acte pas à pas. Et tu vas pouvoir aller directement slide 43. Aujourd'hui, cette méthode, elle est déployée principalement à travers des financements de l'ADEME et notamment par des opérations collectives qu'elle subventionne, ce qui permet de finalement déployer de façon massive, un peu plus massive cette méthodologie et de créer l'émulation à travers l'approche collective. Donc, nous, notre idée avec IPC, c'est de s'inscrire dans ces appels à projets, dont le prochain devrait être lancé au premier trimestre 2024, ce qui va permettre finalement de déployer la méthode individuellement dans chaque entreprise de la même façon qu'on le fait pour les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, avec également des temps collectifs qui permettront de partager sur des problématiques d'engagement, des problématiques de compréhension des enjeux, de compréhension des risques et des opportunités que représente la filière ou le marché, de réfléchir ensemble à la vision de transformation et l'économie bas carbone de la plasturgie de demain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour suivre ce parcours, il n'y a pas de marge élevée pour y arriver.
Alors, en effet, ils font un exercice de bilan carbone relativement récent. Il y a un impératif à se former au début du parcours pour que la personne en charge du projet dans l'entreprise ait toutes les clés pour que le projet soit finalement pérenne dans l'entreprise. Mais il n'y a aucun prérequis sur la maturité de la stratégie climat. L'idée, c'est vraiment que entre l'étape 1 où vous faites votre diagnostic et la fin, vous aurez progressé, et c'est ça qui est recherché par la méthodologie. En termes de calendrier, on est actuellement dans une phase de consultation des industries qui seraient intéressées pour rejoindre ce projet, pour à la fois recueillir leurs besoins et donc adapter le contenu de la partie collective, et aussi récupérer les éventuels déjà souhaitent participer, et ce qui va nous permettre de finalement commencer à construire le projet et à le défendre auprès de l'ADEME pour avoir ces subventions. Et donc, dès lors que l'appel à projet sera officiellement lancé, on pourra échanger avec l'ADEME et construire plus spécifiquement ce projet, qu'on imagine pouvoir finaliser en termes de montage au deuxième trimestre, entre avril et juin, pour pouvoir lancer en juin ce projet. Donc, en conclusion de cette partie, le projet acte pas à pas, c'est entre 10 et 15 jours d'accompagnement individuel pour vous permettre de faire le diagnostic de votre activité, vous accompagner à prendre du recul avec vos parties prenantes et ainsi construire un plan d'action, un plan de transition bas carbone. C'est également des temps collectifs qui vont vous permettre à chaque étape de partager vos retours d'expérience, les bonnes pratiques, de partager les enjeux que vous avez compris et de se projeter dans une économie bas carbone en collectif. C'est encore une fois la mobilisation de notre double compétence, notre double expertise entre IPC et EVA pour avoir à la fois la compréhension des enjeux climat, mais aussi les spécificités de votre filière et ce qui va faire une réelle force pour engager la transformation de l'ensemble de la filière. Et enfin, c'est une méthode qui est reconnue à l'international, qui aujourd'hui se déploie majoritairement en France, puisque c'est là qu'elle est née, mais qui est la seule aujourd'hui qui est en mesure d'adresser les enjeux de transformation de façon méthodique et rigoureuse. L'un des gros intérêts de cette méthodologie, c'est aussi qu'elle est subventionnée. On estime aujourd'hui, même si c'est quelque chose qu'on affinera en fonction du contenu exact et de l'articulation des différents temps qu'on fera, on estime entre 15 et 25 000 euros le coût total par entreprise, à savoir qu'il y a donc 50% de financement par l'ADEME, ce qui revient à entre 7 500 et 12 500 euros pour l'entreprise, pour voilà, entre 10 et 15 jours d'accompagnement et des temps collectifs. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, Sarah ou moi. Je crois qu'il nous reste peu de temps, mais on va prendre quand même les questions qui ont été posées. Oui, en effet. Donc, du coup, on a pris un peu de temps. Donc, on avait prévu une phase de questions. Oui. Il y a une question sur les obligations liées au CSRD. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les obligations liées à cette directive? Si tu veux, je peux répondre à Sarah. Donc, la CSRD, c'est un nouveau cadre réglementaire au niveau européen qui va d'abord en priorité concerner les entreprises qui étaient déjà soumises à la déclaration de performance extra-financière. Donc, c'est plutôt les plus grosses structures et qui va néanmoins progressivement impacter les autres organisations. Donc, c'est une directive qui impose
d'avoir une approche qu'on va appeler en double matérialité, c'est-à-dire de comprendre quel est l'impact de l'entreprise sur la société et l'environnement et quel est l'impact et les risques liés aux évolutions de l'environnement et de la société sur l'entreprise. L'idée, c'est ensuite d'en dégager des enjeux. Et en fonction des enjeux qui sont prioritaires pour l'entreprise au vu de cette double analyse, d'en dégager des actions, des suivis, des indicateurs et tout un plan finalement de transition sociétale. Donc, le CSRD, c'est pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Et dedans, il y a à la fois des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. Et donc, ça concerne en priorité les plus grosses structures. Mais comme dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre, la notion de chaîne de valeur est très importante dans ces reportings. Et donc, vos donneurs d'ordre qui seront concernés par ces reportings-là vont chercher à aussi impulser ces changements auprès de leurs fournisseurs, auprès de leurs clients. Et donc, vous serez amené à avoir de plus en plus de questions finalement de vos donneurs d'ordre, de vos clients autour de ces enjeux donc, qui touchent à la fois le climat, la biodiversité, les ressources, les pollutions, mais aussi la façon de travailler avec toute sa chaîne de valeur, que ce soit pour respecter les droits humains, mais les enjeux aussi de corruption, les enjeux de bien-être et de tous les enjeux finalement qui relèvent du développement durable. Je pense que ça répond à la question. Alors, il y avait une autre question. Avez-vous été évalué sur les résultats des bilans que vous avez déjà réalisés? Je ne sais pas ce que la personne entend par ça. Alors, si elle peut compléter sa question. Oui, les bilans ont tous été suivis par un ou une consultante qui sont formés à la méthodologie et donc qui ont pu valider finalement, non pas a posteriori, mais tout au long du déploiement de la méthode, que celle-ci a bien été appliquée. Donc, il n'y a pas eu d'évaluation a posteriori de ce qui a été réalisé, mais finalement une vérification dans la façon dont on a procédé et à travers les outils qu'on a pu utiliser, que la méthode a bien été respectée. Je ne sais pas si le sens de la question. Et à savoir que pour les industriels qui le demandaient, on leur a délivré des attestations de la conformité méthodologique de leur bilan, pour répondre notamment à des référentiels type RSE, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a eu la réponse. La réponse convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour un rappel, donc le document, le support, il est téléchargeable. Vous avez dans le menu de GoToWebinar, à un moment, c'est marqué documents à distribuer. Vous avez également le PDF, donc le support qui a été présenté aujourd'hui, qui est disponible et que vous pouvez récupérer au travers de ce lien. Puis de toute manière, tous les gens qui étaient inscrits à ce webinaire, vous aurez le replay qui vous sera diffusé et qui vous permettra de revoir cette présentation et de la diffuser au sein de votre entreprise si besoin. Il n'y a pas forcément d'autres questions. Donc, non, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire et merci à Pierre et Sarah pour leurs explications. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.